Ce programme vous est présenté par CoinHouse. Achetez, vendez, échangez du Bitcoin, Ethereum, Solana et plus de 50 cryptos prometteuses sélectionnées par nos experts. CoinHouse, la crypto pour tous. Viens avec moi? J'investis dans les chaussures. J'investis dans les parkings, ouais. Dans les vins et spiritueux. J'investis dans les montres. Ça fait une vingtaine d'années que je collectionne et un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'industrie horlogère. Donc j'ai commencé par investir dans l'immobilier et d'aller toucher de fil en aiguille un peu plus d'investissements alternatifs, que ce soit via du crowdfunding immobilier ou via l'investissement dans les sacs de luxe. J'ai commencé dans les cartes de jeu à collectionner. Là, j'ai tous mes vinyles qui sont rangés par ordre alphabétique. J'ai commencé à collectionner très jeune du street art. Comme j'étais à l'époque dans l'équipe de direction de Ledger, au moment où les NFT sont arrivés, je décide de commencer à collectionner les NFT. J'ai gagné entre 10 et 15 000 euros grâce à ça l'année dernière, mais j'ai un autre truc à te montrer, suis-moi. Bienvenue au shop, et c'est là où on fait du vrai argent, les gars. Il y a une bouteille qui m'a rapporté 120 000 euros. Pas pour la bouteille en elle-même, c'est un Clos Rougeard 2011. Elle m'a rapporté 120 000 euros parce qu'en fait, je l'ai dégusté avec un investisseur quand on était en Asie et qu'à l'issue de ce dîner, l'investisseur, il a posé 120 000 euros dans Interstellar, dans ma société. On est environ à 33 000 euros. J'ai commencé à investir à 27 ans. La première place que j'ai achetée, c'est une place pour des motos. 4 000 euros, Paris 18e, toute petite, mais je l'ai toujours d'ailleurs. C'est une Kobe 10 USA. Elle était sortie en 2016 et ça m'avait coûté 150 euros à l'époque. Alors je me rappelle très bien, c'était en novembre 2021, c'était la première fois que je participais à une vente aux enchères. Un joli sac 2001 rouge que j'ai remporté environ 850 euros, tout frais compris, que j'ai fait rénover pour un peu moins de 200 euros par un ancien artisan de chez Chanel et que j'ai revendu quelques semaines plus tard 1937 euros. Alors moi, je collectionne depuis 2018. C'est le premier album de Britney Spears, Baby One More Time. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé en fait à en acheter et de les garder. Et ça a été comme ça pendant des années et des années. Donc aujourd'hui, je dois avoir à peu près peut-être 1000 boîtes en fait qui sont restées, qui sont scellées, qui sont fermées. Et ça a commencé à peu près dans les années 98-2000. Bien. Par contre, faut retirer les chaussures, hein. Alors ici on est chez moi, au domaine de l'Archevêque, et plus particulièrement dans la zone où je fais toutes mes masterclass sur l'entrepreneuriat. C'est une zone de réception, de travail, de dîner, vraiment l'endroit où je passe du temps avec tous les entrepreneurs qui viennent chez moi pour confronter leurs idées, leurs difficultés, afin que je puisse les aider à accélérer leur business. Je pense qu'il y a des très bons entrepreneurs qui sont des très mauvais investisseurs, et puis des très bons investisseurs qui pourraient absolument pas entreprendre. Donc clairement là-dessus, je pense que ce sont deux logiques différentes. On peut passer de l'un à l'autre inversement, mais voilà, ça fait pas appel en fait au même ressort, je pense, technique et émotionnel. Bon, la qualité principale d'un investisseur, je pense, c'est être patient. Cette patience, c'est la capacité de rester devant une rivière et de voir passer le cadavre de ses ennemis. C'est-à-dire que plus on est patient, plus on aura raison et moins on prendra de décisions basées sur l'émotionnel. Donc je pense que ça, c'est une des clés de l'investissement qui paraît être contre-intuitif, parce qu'en général on pense que l'investissement c'est faire du trading, être tout de suite dans la décision, dans la folie, etc. Bon, non, je pense que, en tout cas moi, ma vision c'est vraiment d'être patient et de se projeter dans le temps et sur le long terme. L'argent, il voit bien qu'on est dans un environnement où il y a de l'argent, et l'argent ça corrompt, et moi mon objectif, en fait, mon vrai sujet, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas des petits, tout simplement. Et donc je leur explique que c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils sont supérieurs. On parle de l'argent, on explique ce que c'est, j'essaie de leur expliquer les différentes notions d'investissement. Ils regardent qui veut être mon associé, ils posent des questions. Et donc voilà, c'est un petit peu de l'éducation pour pouvoir comprendre ce qui se passe et surtout pas croire que l'argent est une source de supériorité. En France, on n'a peut-être pas tendance à vouloir investir, c'est parce qu'on n'a pas cette éducation, on n'a pas ce vernis. En France, l'argent, il est tabou, on ne parle pas d'argent, et donc c'est pas une tradition qu'on va avoir de se dire je vais investir, je vais faire du business. Alors la parole est en train de se libérer, elle est en train de changer, donc il y a de plus en plus d'éducation et les Français s'intéressent de plus en plus à l'investissement en général. Mais c'est vrai qu'on part de loin et c'est une question de culture. On n'a pas été élevé dans une culture du business, de l'argent. C'est un sujet qui est tabou. Et donc,
La solution, c'est d'éduquer, de pouvoir comprendre les différentes dynamiques de l'investissement, de se renseigner sur les sujets et puis petit à petit de pouvoir y aller doucement sans faire n'importe quoi. Parce que l'investissement, c'est pour tout le monde et ça doit être pour tout le monde. L'histoire de l'investissement, en tout cas pour moi, il a commencé en 2014 où j'achetais juste des modèles qui me plaisaient. C'est pour ça que je conseille vraiment d'acheter des modèles qui vous plaisent parce que vous allez pouvoir les porter au cas où ça ne vaut plus rien à un moment donné. Ça a vraiment commencé à exploser entre 2016 et 2018 avec la sortie du documentaire The Last Dance par Netflix. Et là, les Jordan 1 ont explosé, tout le monde voulait des dunks. Et ça s'est un peu calmé du coup en 2022. Et là, en 2024, on est sur un marché où la plupart des gens portent des sneakers. C'est rentré totalement dans les mœurs. Si tu compares ça avec la crypto, la plupart des gens maintenant n'ont plus peur d'acheter des cryptos. La plupart des gens n'ont plus peur de porter des chaussures, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Et ça te fait un marché qui n'est pas du tout à son pic, mais où tu as quand même pas mal de demandes. Tu as beaucoup de paires qui up très fort et qui descendent très vite, comme les campus typiquement. On parle d'il y a un an de ça, tout le monde voulait des campus. Aujourd'hui, ça calcule beaucoup moins les campus. Donc c'est un milieu où il faut vraiment connaître son produit pour pouvoir investir. Mais au final, je te dis ça, mais je pense que dans tous les investissements, il faut connaître un minimum le secteur. Spécialité du magasin, je dirais que c'est avoir une multitude de produits comme tu peux voir dans la boutique. On est une des seules boutiques dans le sud à avoir autant de produits exposés. On a plus de 300 paires exposées dans le magasin. Sur le site internet, on a plus de 3500 références. Donc ça fait de nous des experts dans le domaine vraiment, je pense. Il y a des valeurs sûres, je vais te les montrer. Typiquement les collaborations, ce genre de collab avec Doren Baker. C'est un hôpital aux États-Unis où les enfants malades chaque année en décembre designent des modèles avec des designers de chez Nike. Et ça te fait des sorties comme ça. Modèle incroyable, la paire elle sort à 180 €. Aujourd'hui elle vaut 1500 € et c'est le genre de modèle qui décode jamais parce qu'il y a une histoire derrière. On revient sur Travis parce que c'est la facilité. Quand tu as une Jordan 1, qu'elle soit low ou high, quand tu la prends, tu sais que ça va avoir de la valeur quoi qu'il arrive. Ça peut aller de 50 € et là il faut faire du volume, ou ça peut aller vers des gros chiffres. Celle-ci, tu vois, c'est le genre de modèle qui sortait à 170 €, qui peut valoir jusqu'à 1200 € en fonction du modèle et du coloris. Si tu as beaucoup d'argent, là tu peux t'envoyer sur des grosses collabs. Tu as des collaborations avec Jordan 1 et Dior, tu as des paires de Nike avec Louis Vuitton. Tu as des modèles très vieux, par exemple de Retour vers le futur, qui sont sortis que pour le film. Mais là, c'est vraiment des gros sous, genre 45 000 € la paire. Et tu la mets de côté et t'espères qu'il se passe quelque chose. C'est le marché où tu peux faire beaucoup d'argent. Tu vois, si tu es fort en nettoyage de chaussures, une paire qui est en état moyen, tu peux la rendre en très bon état et avoir une vraie plus-value. Mais on va dire que l'investissement, avant que j'ouvre la boutique, c'était 70% de mes journées. Tu vois, comme encore une fois, c'est un milieu passion. J'ai pas ce côté-là où je travaille beaucoup. Et c'est peut-être ce qui manque à la plupart des gens aujourd'hui, de trouver leur passion et de faire quelque chose qui les anime au quotidien. Donc, les gars, je vous incite à faire des choses qui vous plaisent. Et vous pouvez pas dire qu'il n'y a rien qui vous plaît parce qu'on vit dans un monde où on a forcément des choses qui nous animent et c'est des choses qu'il faut aller chercher. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu veux boire quelque chose? Tiens. Alors moi, j'ai été diplômée d'une école de commerce et en septembre 2014, j'ai commencé à travailler dans l'univers du conseil aux entreprises à la Défense, chez EY. Et j'ai fait près de 7 ans dans ce domaine-là. Je suis partie travailler à Hong Kong pendant 1 an et demi. J'ai fait différents cabinets, EY, KPMG, Accenture. Et en fait, fin 2019, début 2020, je me suis vraiment rendu compte que j'en pouvais plus. Gros ras-le-bol de ma part. Manque d'équilibre, vie pro, vie perso. On me demandait énormément au travail. Il y avait beaucoup de pression. Et en fait, il y a un jour, je me suis dit, mais c'est absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Ce jour-là, je me rappelle, c'était le 13 décembre 2019, je me suis fait une promesse à moi-même et je me suis promis que dans 1 an, j'aurais quitté le monde du conseil et plus généralement le salariat. À cette époque-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai fini par investir dans l'immobilier et monter ma société. Alors, je t'ai sélectionné 2 pépites que j'ai achetées dernièrement sur des sites de revente de seconde main. Ce très beau Dior que je vais te montrer et ce sac Chanel. On va commencer par le Dior. Donc c'est un sac que j'ai acheté environ 110 € sur Vinted, un sac qui date des années 60 et qui a la chance d'être encore dans sa très jolie boîte, ce qui est très rare pour l'époque. Donc c'est un sac en toile, comme très souvent chez Dior pour les années 60, avec sa bandoulière en métal doré. C'est un sac qui nécessite très peu de rénovation, je vais pouvoir faire moi-même un nettoyage de la toile et également redorer les parties en métal. Et c'est un sac que je pense revendre entre 500 à 550 €, donc pas mal pour un investissement qui m'a coûté 110 €. Hermès, c'est vraiment la valeur sûre pour faire de belles plus-values. C'était l'un de mes premiers sacs, je l'avais acheté aux enchères, c'était un sac Kelly de chez Hermès en cuir de crocodile qui datait des années 70, il était marron, il était très beau mais très abîmé.
qui m'a permis de l'avoir à un tout petit prix. Je l'ai payé 2300 €, ce qui est très bas pour un sac Kelly en cuir de crocodile. Je l'ai fait entièrement restaurer par un artisan maroquinier qui était un ancien de chez Hermès et qui m'avait été officieusement recommandé par quelqu'un de chez Hermès. Ce sac, je l'ai revendu plus de 6 770 €, donc j'ai fait un petit peu plus de 3 770 € de plus-value. À ce jour, c'est ma meilleure affaire. Dans mon cas, c'est vraiment une question d'investissement. Après, je l'admets, je suis assez passionnée par les sacs de luxe et ce business me permet aussi d'en garder certains pour moi ou au moins de les garder pendant quelques temps pour les porter à une occasion spéciale, un mariage ou pour me faire plaisir. Mais derrière, j'ai avant tout une logique d'investisseuse et donc de rentabilité. Mon objectif, c'était avant tout de partager mon parcours en tant qu'investisseuse et entrepreneuse pour inspirer les femmes et surtout pour leur montrer que si moi j'avais pu le faire, elles aussi elles pouvaient le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que le simple fait de partager une histoire, donc la mienne, ça a réussi à inspirer des femmes, à leur donner confiance. Donc par la suite, j'ai décidé de lancer des programmes d'accompagnement, que ce soit dans l'immobilier dans un premier temps, puis plus récemment dans les sacs de luxe, pour les former et leur donner toutes les connaissances nécessaires pour qu'elles puissent s'accaparer le sujet, se lancer à leur tour et générer l'argent dont elles ont besoin pour créer leur propre indépendance financière. Bien sûr, donc on est à Genève, en Suisse, donc le berceau de l'horlogerie. On est en plein centre de la ville, dans un bel hôtel qui s'appelle le Mandarin Oriental. C'est pas seulement un bel établissement, c'est aussi un endroit où régulièrement dans l'année, il y a des ventes aux enchères qui se tiennent précisément ici. Alors c'est historique, c'est un lieu où depuis de nombreux siècles maintenant le travail des métaux existe, de l'orfèvrerie et petit à petit les gens sont mis à faire non plus des bijoux mais aussi également des montres. Ici on est vraiment dans le berceau de l'horlogerie. Oui, bah c'est les icônes horlogères qu'on connaît. La première, c'est la Royal Oak de chez Audemars Piguet. Il y a la Daytona de chez Rolex. Des marques ont des icônes qui sont appréciées des collectionneurs et qui tiennent bien leur cote. Ce qui est intéressant avec les montres, c'est qu'on a une variété des possibilités qui s'ouvrent à soi. Donc ça peut être de la montre vintage qui va avoir l'intérêt d'être plus rare, mais il y a aussi des très bons investissements à réaliser dans le moderne. Finalement, le mot d'ordre, ça va être l'offre et la demande, et indépendamment du fait que la montre soit vintage ou pas, est-ce qu'il y a de la demande pour cette montre-là, c'est ça qui va tirer les prix vers le haut. À part les montres, je collectionne, j'aime bien les manuscrits d'auteurs que j'apprécie, donc je vais rechercher ce type d'objet-là, que je vais aussi rechercher aux enchères. J'aime bien les tableaux aussi, donc il va m'arriver d'en acheter aux enchères, ou alors je vais approfondir un petit peu le côté montre avec par exemple des montres de poche comme ces deux modèles-ci. C'est des modèles un petit peu différents et ça me permet d'approfondir un petit peu le côté horloger et d'apporter de la variété au sein de ma collection. Salut! On est dans ma salle de musique où je collectionne tous mes vinyles. J'ai toujours vécu avec la musique depuis que je suis tout petit. J'ai fait de la danse, j'ai mixé et aujourd'hui je collectionne les vinyles un peu en héritage de mon père. Là on est sur le premier vinyle que j'ai eu dans ma vie, mon père m'a offert. J'adorais cette musique. Donc c'est Jermaine Jackson avec Piazza Dora. Il m'a offert à mes 6 ans, c'était un vinyle qu'il avait déjà quand il était jeune. On est environ à 33 000 €. J'ai une application qui me permet de flasher le code barre et qui me permet du coup déjà de savoir la valeur aujourd'hui, de voir quelle valeur il a pris aussi entre la sortie et puis la date du jour. Et on voit effectivement la fluctuation de la valeur qu'elle a pris ou pas. Suivez-moi. On est dans le Marais, à Lucky Records. Je viens ici depuis que j'ai 14 ans et j'ai beaucoup de souvenirs ici. Venez avec moi. Alors pour moi c'est un lieu très important parce qu'on trouve beaucoup d'imports. Et moi, ce que je recherche, c'est avoir des exclusivités, des pressages limités et aussi avoir de la proximité avec les disquaires. On tisse des liens, on se donne du coup des conseils entre nous. Et Chris ? Il y a un objet très cher qu'on possède dans le magasin, c'est le disque d'or de True Blue de Madonna de 1987 qui est estimé à 15 000 €. Ça c'est voilà, et en disque, en vinyle, enfin en disque en général, on a le coffret là-bas, Madonna Celebration par exemple, qui est un coffret CD hyper rare et qu'on vend 1900 €. Récemment, je crois que la plus chère qu'on ait vendue ici, c'était un album de Michael Jackson vinyle dédicacé. C'était vendu avec l'invitation au musée Grévin
quand il était venu pour inaugurer sa statue au musée Grévin, il avait dédicacé ce jour-là. Et c'était 1500 €. Alors, on vit complètement un revival du vinyle. Donc grosso modo, jusqu'à la fin des années, milieu des années 90, il y avait encore un peu de vinyle. Entre le milieu des années 90 jusqu'à 2000, je dirais 2015, 2020, il y avait quasiment plus de vinyle à part des artistes, comme je disais tout à l'heure, des artistes phares qui sont très collectionnés. Donc Madonna, il y a toujours eu des vinyles par exemple, mais en très petite quantité. C'est pour ça qu'ils ont aujourd'hui beaucoup de valeur. Même des albums qui sont sortis dans le début des années 2000, mais ils étaient édités en très peu d'exemplaires. Donc du coup, ceux-là, ils ont beaucoup de valeur. Aujourd'hui, ils commencent à être réédités. Les premiers pressages gardent leur valeur et les nouveaux pressages ont une nouvelle valeur. Donc en fait, chaque pressage, chaque année de pressage est très importante parce que du coup, chaque vinyle différent a une valeur différente. Alors peut-être que dans 30 ans, nos pressages là de 2024 auront énormément de valeur et le repressage de 2052 en aura moins. J'ai investi pendant 10 ans en side business à côté de mon job. Au bout de 10 ans, j'ai pu arrêter de travailler, en vivre complètement et aujourd'hui, je suis plus du tout salarié. J'ai investi dans les parkings, ouais. C'est la même chose que les appartements, c'est simplement plus facile. Donc il y a plus d'avantages. C'est-à-dire que tu touches un loyer, quand tu l'achètes, tu vas chez le notaire, tu peux négocier le prix aussi. C'est exactement la même chose, c'est de l'immobilier, mais c'est simplement beaucoup plus simple à gérer. La première place que j'ai achetée, c'est une place pour des motos, 4000 €, Paris 18e, toute petite. Mais je l'ai toujours d'ailleurs. Je te montre, on y va. Et ça me permet ici d'avoir 10 locataires moto à 70 € par mois et ça me rapporte 700 € par mois. Donc 700 € par mois, c'est vraiment important pour un parking. Ça peut être le loyer d'une petite chambre à Paris, mais surtout l'intérêt qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 700 € par mois qui rentrent. Alors il y a un crédit en face bien sûr, mais qui est bien inférieur à 700 €, donc il y a pas mal de marge. Mais c'est surtout que j'ai pas les contraintes. En fait, j'ai un fichier Excel et j'ai juste à pointer les encaissements et à payer mes charges et mes impôts. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un appartement, bienvenue au club, moi c'était mon cas aussi. Il y a plein de gens qui n'ont pas un gros héritage, qui n'ont pas 50 000 du père, 50 000 de la mère, etc. On ne leur a pas expliqué comment investir. Moi c'était clairement mon cas, j'avais aucune idée et on m'a jamais expliqué, ni l'école vous explique pas d'ailleurs malheureusement, comment investir en fait. Donc on ne sait pas comment gérer notre argent. Donc quand on commence à bosser, on l'a tous fait, on va au resto, on paye pour tout le monde, on s'achète des fringues, on part en vacances. Bon, tout le monde vit ça au moins au début, sauf ceux qui ont la chance d'avoir un cadre familial vraiment rigoureux, moi que j'avais pas personnellement. Oui, ça va vous expliquer, vous allez comprendre en fait le jeu de l'argent, des rentrées, des sorties, est-ce que je réachète, une stratégie. Donc, et ça permet une émancipation financière. Enfin que moi clairement j'ai vécu, j'en suis un exemple. Pendant 10 ans, 11 ans, j'ai investi vraiment fort dans les parkings. Et j'ai pu changer de vie, j'allais dire me reconvertir, mais changer complètement de vie. Aujourd'hui, je passe mon temps principalement à écrire des livres. Et mon dernier conseil, c'est foncer. Alors du coup là on est à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, c'est dans le centre, c'est un quartier historique des marchands de vin depuis des siècles. Un petit accueil par Patouche, qui est la mascotte des lieux. Le vin c'est un investissement qui est hyper intéressant, déjà entre guillemets financièrement, parce que en fait c'est un actif qui est assez stable. On l'appelle l'or rouge, je sais pas si tu vois sur cette photo, c'est une photo que j'aime beaucoup, qui représente Pétrus, qui est l'un des vins les plus chers du monde, avec de l'or. Et donc du coup c'est un peu cette représentation que j'en ai. Et surtout intéressant aussi parce que c'est un univers qui est extrêmement intéressant. En fait, tu vas pouvoir partager beaucoup de moments. J'aime bien dire que le vin, c'est le lubrifiant social, donc ça te permet de rencontrer énormément de personnes et après de faire du business. Donc en fait, en termes d'investissement, c'est intéressant évidemment pour le produit en lui-même parce qu'il ne perd pas de valeur, mais aussi et surtout en investissement personnel parce que ça te permet de rencontrer énormément de gens. Intercellar, c'est une marketplace de vins et spiritueux sur laquelle en fait on va créer des jumeaux digitaux de tes bouteilles. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En fait, tu vas sur le site, c'est très simple, tu te connectes, tu achètes une bouteille. La bouteille physique, elle va être stockée dans un entrepôt. C'est l'entrepôt qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, à côté de ça, tu as un jumeau digital de la bouteille qui va être créé et que tu vas pouvoir stocker en fait dans ton wallet, dans ta carte digitale. Et la blockchain, on l'utilise en back, mais ce qui est important, c'est de rendre cet investissement beaucoup plus accessible. Les gens n'ont pas forcément besoin de s'y connaître parce que finalement, en fait, on va les accompagner et ils n'ont pas besoin d'avoir de la place chez eux pour stocker le vin parce que, en fait, nous, on offre une solution. Je vous amène dans le Fort Knox du vin. Et bienvenue, du coup là on est chez D'Artes, qui est le plus gros entrepositaire au monde de vins et spiritueux. Donc c'est comme un coffre-fort géant
dans lequel sont entreposés des millions et des millions d'euros de stock de vin. Une bouteille, la valeur en fait, elle s'estime à plusieurs égards. Déjà en fait par rapport au prix qu'une personne en face est capable de t'acheter la bouteille. La valeur d'une bouteille, elle est aussi sentimentale, ça se transmet, le vin, c'est un actif qui est historique, c'est un produit qui est magnifique, qui vient du terroir, qui vient de la France. Ce que je donnerais comme conseil en fait déjà, c'est tout simplement de s'intéresser à l'univers. C'est un actif qui est un peu particulier, c'est un actif plaisir, les vins spiritueux, parce qu'on peut le consommer. Et donc en fait, avant de rentrer dans cet univers, c'est impossible pour moi et c'est trop dommage de le considérer uniquement comme un investissement financier. C'est un investissement personnel parce que tu vas t'intéresser à l'univers, c'est un investissement sur le long terme parce que tu vas pouvoir le transmettre. Évidemment, il y a une valorisation, mais c'est ça que je donnerais comme conseil. C'est en fait essayer d'appréhender la puissance des vins spiritueux parce que ça va au-delà en fait d'une simple bouteille. Ça va dans le partage, ça va dans le business, ça va dans les relations amoureuses. Tu regardes dans chaque scène par exemple de James Bond, il y a souvent un vin spiritueux, du Bollinger, de l'Angélus ou un vodka martini au shaker pas à la cuillère. Donc dans l'amour, les relations avec tes amis ou les relations business évidemment, le vin est partout. Donc c'est mon conseil, c'est vraiment de s'intéresser au vin et au spiritueux dans la globalité. Je pense que les NFT vont jouer un rôle prépondérant dans le marché de l'art, mais également de la culture dans les 10 années à venir. Parce que pour la première fois, on va être capable d'avoir effectivement une création artistique dont la rareté, la provenance, la garantie qu'il n'y en a pas de faux. Et donc ça a une valeur qui est très importante pour un collectionneur, mais également pour un musée, parce qu'il y a plein d'œuvres aujourd'hui dont vous n'êtes pas certain de la quantité, notamment sur la photo, alors que le NFT vous garantit ça, puisque quand ça a été créé sur la blockchain, on va être capable d'avoir effectivement le nombre exact qui a été minté au début et on ne peut pas en faire plus. Ici, on a choisi un petit peu une sélection qui est assez variée de un petit peu tout l'univers qu'il peut y avoir dans l'art digital au format donc, des NFT. Donc on a des PFP que vous reconnaissez, il y a des chats, il y a les fameux Bored Ape avec le fameux singe qui a été très connu et qui a probablement lancé le mécanisme et le phénomène des NFT dans le monde en 2021. On a les Pudgy Penguins qui sont très mignons et qui ont pareil popularisé les NFT, notamment auprès des générations un peu plus jeunes. On a un artiste comme Pac, on a Agoria, on a des rares pépés ici et on a ici probablement cette œuvre un peu étrange qui est un peu gênante, qui fait du glitch art, c'est Xcopy, qui est le plus recherché et le plus cher. Ces œuvres valent assez cher, en général ça peut valoir un demi-million, 1 million, assez facilement et c'est probablement, alors celle-là malheureusement ne vaut pas un demi-million, un petit peu moins, mais elle doit valoir autour de 5 000 ou 10 000 euros. Voilà, donc vous avez un peu un échantillon, vous voyez que vous avez aussi bien de la photo, de l'art génératif, de l'AI, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Encore une fois, le NFT c'est une capsule technologique, ce que vous mettez dedans, c'est ce que le créateur ou la créatrice va décider. Et il n'y a pas de limite, c'est un marché global et mondial. Je dirais que celles qui ont le plus de valeur au moment où on parle, c'est probablement le Pudgy Penguin et le Bored Ape. Et chacun vaut autour de 10 Ethers, un peu plus peut-être. Donc on est autour de 25 000 euros, je pense, enfin 25 000 $ ou 25 000 euros, selon le cours de l'Ether et le cours du dollar. Pour moi, c'est extrêmement démocratique. Bien sûr qu'il y a des œuvres très chères et qu'il faut être capable de pouvoir se permettre d'acheter. Mais fondamentalement, c'est un marché qui est tout nouveau, dans lesquels il y a des artistes qui arrivent régulièrement et sur lesquels il y a encore des très bonnes affaires à faire, je pense. Aujourd'hui, on peut probablement commencer une collection, notamment sur Tezos, avec peut-être 100 ou 200 euros et on peut avoir des œuvres de très bonne qualité, de très bons artistes. Et après, effectivement, si on a un peu plus de moyens, 5 000, 10 000 euros, on peut commencer à acheter des œuvres un petit peu plus chères qui seront probablement des œuvres qui rentreront, on espère, pour certains, dans des musées et dans des grandes collections permanentes dans les prochaines années. J'ai eu la chance d'acheter des Bored Ape en 2021, quand c'était vraiment pas très cher, et d'en vendre 2 très chers, ce qui m'a permis de les recycler en fait. J'ai pas fait de cash out, ce qu'on appelle, donc j'ai acheté avec de l'Ether, j'ai acheté des NFT, j'ai revendu ces NFT, j'ai récupéré de l'Ether et avec ces Ethers j'ai racheté d'autres NFT. Donc une grande partie de ma collection provient en fait de la vente de ces 2 Bored Ape que j'ai revendus tout début 2022. Alors on est devant une œuvre de Slime Sunday. Slime Sunday c'est un artiste américain qui a la particularité de reprendre des œuvres de la Renaissance et avec toutes les personnes qui en fait attaquent, c'est la scène je pense où Brutus assassine Jules César et donc on a l'équivalent où on a tous les critiques d'art contemporain classique qui attaquent un Anonymous et qui donc représentent les artistes NFT. Et tout le monde dit que voilà, il faut absolument revenir au monde d'avant et il faut revenir faire les banques, la crypto est morte, les NFT sont morts, etc. Il y a plein de choses, il y a Gary Gensler de la SEC ici, il y a Satoshi Nakamoto là, il y a SBF de FTX qui est ici. Mais c'est une œuvre, c'est une édition
et qui pour moi est assez symbolique et qui est un bon départ pour un collectionneur d'ailleurs. Et que là, tout de suite, je me mets à jouer, tel un petit geek. Et c'est bien parce que tu vois, tu as le droit de jouer à ce que tu veux ici, donc c'est pas mal, c'est bien. J'ai commencé les cartes de jeu à collectionner à l'âge de 9 ans. Je les ai achetées donc, mais pour toutes les ouvrir. Et à l'âge de 15 ans, à l'âge de 15-16 ans, donc même 14, on va dire à partir de 14 ans, donc 98, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé en fait à en acheter et les garder. Et ça a été comme ça pendant des années et des années. Donc aujourd'hui, je dois avoir à peu près peut-être 1000 boîtes en fait qui sont restées, qui sont scellées, qui sont fermées. Lorsque j'ai acheté ces boîtes, c'était en francs. Donc c'était en francs et je peux te dire que c'était donc aux alentours de 500 francs, l'équivalent de 75 €. Et ces boîtes, elles ont pris de la valeur, énormément de valeur. Donc tu as des boîtes ici qui valent 50, 60, mais plus de 100 000 pour certaines boîtes. Et pour les boîtes Magic, il y a des boîtes qui valent encore plus cher. Alors, tu as vraiment un peu de tout dans les boîtes. Tu as des boîtes qui valent quelques milliers d'euros aujourd'hui, mais ça reste quand même un investissement assez rentable, où sur certaines boîtes, tu vas faire du x10, certaines x20, certaines x100, certaines x1000 et peut-être certaines x10 000. Tout ce que tu vois ici, ça m'appartient, c'est ma petite collection privée, c'est mon petit kiff perso, mon kiff de geek, et c'est surtout en fait leur petit nombre aujourd'hui et l'offre et la demande qui est assez importante parce que forcément, on est sur un produit extrêmement rare où il y a très peu d'offres et plutôt pas mal de demandes. En fait, ça a commencé en 2011 où je me suis lancé en fait dans une auto-entreprise. J'ai commencé comme ça en fait. J'ai commencé par acheter des jeux dans les brocantes et tout de suite en fait j'ai exactement eu les mêmes codes, la même manière de réagir et la même manière d'investir que dans les cartes de jeux à collectionner en me disant là, on est sur un secteur qui n'est plus un secteur de niche, on est sur un secteur en fait qui parle à beaucoup de monde et forcément on est sur quelque chose qui va intéresser beaucoup plus de personnes. On a commencé par acheter des jeux vidéo donc occasion pour ensuite acheter des jeux vidéo neufs et réussir donc à avoir en fait des produits qui sont aujourd'hui très rares. Le jeu où j'ai gagné le plus d'argent, c'est Attaque des Titans. Alors Attaque des Titans sur la PlayStation 4. Et Attaque des Titans 2, c'est assez spécial parce que on a acheté ces 6000 pièces de Attaque des Titans à un prix pas très cher. Et on savait qu'il n'y allait pas avoir de 3, on savait que le manga allait sortir, on savait que ça allait prendre de la valeur. Et forcément, on a commencé à les vendre, donc au début à 30, puis 50, puis 90, 100, 150. Et au fur et à mesure, on n'a fait que monter le prix parce qu'on était les seuls au monde à les avoir. Et ouais, ça fait partie des jeux sur lesquels on a gagné pas mal d'argent. Je crois que notre métier, ça a été donc de faire de la gestion de tendance. Donc un an et demi à l'avance, on flaire le marché, on renifle tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de pas mal, et on rachète donc tout le stock qu'il va y avoir sur un jeu. On essaie d'acheter tout ce qu'il y a en Europe pour qu'il n'y en ait plus ailleurs. Et à partir de là, on va avoir le monopole. Je pense que le plus important, c'est d'investir dans ce qu'on aime. Quel que soit, on va dire, le domaine de prédilection, s'il n'y a pas, on va dire, un minimum d'amour pour ce que tu fais, c'est assez compliqué parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un d'acheter des produits et d'y croire s'il ne sait même pas ce que c'est. Donc il faut déjà avoir un minimum d'intérêt. Moi, j'ai investi dans ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les cartes, c'est ma passion, les jeux, les figurines, c'est du bonus. Il n'y a pas un truc que j'ai acheté que j'aime pas. Alors que quand j'achète un produit, je sais exactement, même à l'odeur même, je sais exactement ce que ça va valoir dans un plus ou moins court terme. Mon rapport à la crypto, c'est simple. J'ai eu la chance de commencer à rejoindre l'aventure Ledger à peu près début 2017. La crypto était encore quelque chose d'assez nouveau et d'assez vilipendé d'ailleurs par à la fois les médias et bien sûr les banques. Et c'est encore une fois grâce à Ledger, grâce à la crypto qu'ensuite je suis rentré dans les NFT et probablement qu'aujourd'hui je suis devenu collectionneur et investisseur en NFT. Moi du coup j'ai commencé à investir en crypto début 2017. J'alloue une partie de mes économies à mon investissement en crypto. En l'occurrence, je viens mettre 50 € chaque mois en Ether et 50 € en Bitcoin. Juste avant le crack Covid, j'ai investi dans la crypto grâce à mon petit frère. Là j'ai un bac plutôt équilibré maintenant. ANKR, AVAX, Render. J'ai dû commencer à investir là-dedans en 2016-2017. Donc voilà, j'ai eu un intérêt pour le sujet. Sans connaître tous les détails, je ne serais clairement pas un expert sur le sujet. Mais voilà, j'ai trouvé la technologie intéressante, les applications potentielles intéressantes aussi. Et je me suis dit que ce ne serait pas forcément une mauvaise idée que d'investir un petit peu régulièrement là-dedans, ce que j'ai fait depuis et ce qui aujourd'hui, alors qu'on vient de passer la barre des 100 000 $ pour le Bitcoin, s'est révélé être une décision pas trop mauvaise.
Juste vis ta vie avec tes moyens pour commencer et après tu finis par voir plus grand, mais commence par des petits moyens ou juste avec tes moyens. Et j'avais pas beaucoup d'argent quand j'ai commencé. Et je pense vraiment que c'est super important de pouvoir partager ça avec un maximum de personnes et de leur dire que en fait, c'est possible de réussir et que la réussite, elle n'est pas liée à ce que tu as sur ton portefeuille, elle n'est pas liée, on va dire, à tout le réseau que tu vas avoir, en tout cas quand tu commences. Elle est liée à ta détermination, elle est liée à ta passion, elle est liée à ta résilience et au fait que tu lâches rien. Aujourd'hui, on le voit très bien, les femmes investissent encore beaucoup moins que les hommes et il y a encore une énorme différence de salaire à postes égaux entre femmes et hommes. Et pour moi, pour que les femmes puissent vraiment reprendre le pouvoir sur leurs finances, c'est absolument nécessaire qu'elles soient capables d'investir par elles-mêmes, qu'elles soient formées, qu'elles soient éduquées sur le sujet et surtout qu'elles aient la conscience de se dire « moi aussi, je peux le faire ». Est-ce que l'investissement fait le bonheur? Pas directement, mais ça y contribue quand même énormément. Parce que l'investissement qui va apporter de l'argent et la liberté financière apporte au final de la liberté. La liberté de pouvoir faire exactement ce que l'on veut, même si ça n'a aucun sens.